Bienvenue à une autre émission de Ksari TV. On vous a habitué à rencontrer certaines personnes de la communauté. Cette fois-ci, on rencontre quelqu'un qui a écrit un livre qui parle de son vécu pendant la décennie noire. Déjà, le titre parle de lui-même, Revenir entier. Un appel dans la guerre contre le terrorisme islamiste en Algérie. Bienvenue, Amin. Merci, Fred. Amin, je pense qu'on a habitué nos web spectateurs. Qui est Amin? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Je suis journaliste depuis 32 ans, maintenant 33 ans. J'ai été journaliste en Algérie pendant plus de 20 ans, puis depuis que je suis arrivé au Québec en 2012, je suis journaliste aussi. Je travaillais pour les journaux locaux, d'abord chez Transcontinental, ensuite chez Métro. Et puis depuis 2 ans, je travaille pour un journal local qui s'appelle Journal des Voisins, qui couvre un de ces quartiers-villes dans le nord de Montréal. En fait, c'est essentiellement ça. Mon métier, c'est d'abord journaliste depuis très très longtemps. Et j'essaye de devenir écrivain, entre guillemets. Enfin, j'essaye d'écrire autre chose que des articles de presse. Donc j'essaye d'écrire des livres. Ça, c'est le premier que j'écris de manière complète. Et effectivement, j'ai choisi de parler des souvenirs ou de parler de la mémoire de la décennie noire. Parce que je pense que pour notre génération, la génération assez large, je veux dire, des gens qui étaient déjà très très âgés à l'époque, et même nous qui étions jeunes, c'est quand même marquant dans l'histoire de l'Algérie, et je pense aussi marquant que la guerre d'indépendance, la guerre de libération en fait. Donc c'était la question que j'allais vous poser. Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? En fait, ou bien pourquoi? C'est ça, c'est surtout pourquoi. Parce que l'idée, je l'ai eue dès que j'étais dedans. C'est-à-dire, quand je passais mon service militaire, j'assistais à tellement de choses, je voyais tellement de choses, que je me disais, on ne peut pas sortir de là sans raconter ce qui se passe. Et modestement, je veux dire, c'est pas parce que je suis soldat, je passe mon service militaire que forcément j'ai la chose la plus importante à raconter, mais je veux dire, c'est à l'échelle de n'importe quel Algérien qui a vécu cette époque-là, qui est capable d'écrire, d'autres peut-être pourront faire des films, des chansons, je ne sais pas. Mais l'essentiel, il y a quelque chose à raconter de ce que nous avons vécu à cette époque-là. Et c'est ça un peu l'idée, c'est que pendant mon service, il y a quelque chose à raconter, il faut qu'on en parle. Et puis, bien sûr, après, tu me dirais, le service militaire, ça s'est terminé en 96, et ça fait longtemps quand même, donc ça fait presque 30 ans. Pourquoi ne pas l'avoir écrit avant? En fait, la chose la plus importante pour écrire, à mon avis, c'est avoir du temps. Vraiment du temps où tu te concentres, tu travailles sur une œuvre en particulier. C'est la seule manière de pouvoir finir l'œuvre et pouvoir offrir quelque chose, qu'on espère en tous les cas, intéressant pour tout le monde. Donc l'histoire commence, d'après ce que j'ai lu, ouais. Ça a commencé en 1994, oui. Lorsque tu es parti récupérer ton ordre... Mon ordre d'appel. Ton ordre d'appel, c'est venu comme ça ou... Non, en fait, c'est pas ça. C'est que moi, quand j'ai terminé l'université en 90, quasiment dans les mois qui ont terminé... en fait, on a terminé en juin 90, et je crois que rapidement, avant septembre, j'avais reçu un ordre d'appel pour aller à la caserne. Et à l'époque, sincèrement, je n'étais pas prêt. Mentalement, je n'étais pas prêt, puis j'avais du travail. J'avais été recruté au Soir d'Algérie comme journaliste, et il était clair que pour moi, ce n'était pas le moment de partir. Il fallait que j'expérimente le travail de la profession et partir éventuellement plus tard. Et donc j'ai essayé de partout. On est des Algériens, on sait comment fonctionne l'Algérie, on connaît les voisins, les amis qui peuvent intervenir, faire des choses. Et donc c'est comme ça que j'ai pu retarder pendant 4 ans mon incorporation. Sauf qu'à un moment arrive le moment où on commence à tuer des journalistes, 93. Et là je me dis, j'ai pas trop le choix. Je peux continuer effectivement à me cacher et être journaliste en essayant de s'en sortir, ou alors je pense qu'il était temps d'aller affronter la bête, quoi, finalement le service militaire était une façon de me protéger, même si on est en plein dans le feu, mais de toute façon tout le pays était à feu et à sang, donc à la limite que tu ailles faire la guerre, c'est pas plus ou moins que celui qui reste chez lui et qui risque de mourir
C'est comme lorsque, en tout cas, tu décris que tu entends ces gens qui te disent oui, ils n'ont pas encore tué lui. C'est ça, c'était assez troublant, je dois dire, parce que sincèrement, dans le quartier où j'habitais, d'abord nous, dans le quartier où j'habitais, il n'y avait pas eu d'événements particulièrement sanglants. On savait qu'il y avait des choses qui se passaient autour de nous, mais dans ce quartier, il ne se passait pas grand-chose. Mais là, en descendant, je passais dans mon quartier, c'était deux pentes. C'était à Cuba, c'est deux pentes qui se croisent. Donc je descends et puis j'entends les enfants, enfin une petite fille qui dit « Ah, les journalistes, donc là, je me suis dit, la pauvre petite fille, c'est clair que c'est pas elle qui réfléchit à ça, mais quelque part, il y a des choses qui se disent dans le quartier. Et puis, quelque temps après, un ami à moi, enfin un ancien ami, enfin un camarade de classe, qui habitait pas loin dans le quartier, qui, lui, il avait quitté les études depuis longtemps, mais qui était un peu dans le milieu, enfin dans le milieu, c'était pas un mouvement. Oui, c'était même pas un islamiste au sens convaincu, c'était un musulman plus qu'un islamiste, avec sa barbe et tout ça, mais il était comment dire, dans l'excès, mais pas dans l'extrémisme, quoi. Et puis, il vient me dire un jour, écoute, il y a des choses qui se passent, on a dit, j'ai entendu des choses, donc moi je te conseille de partir, ne reste pas dans le coin. Donc c'est comme ça que je suis parti. Moi j'habitais dans un quartier, les gens qui connaissent Cuba savent ce que c'est, on n'était pas loin, en face de la cité des Anasser, et les gens qui se souviennent de la mosquée de la cité des Anasser, où il y a eu des opérations militaires là-bas, où ils avaient trouvé des caches d'armes, il se passait des choses, mais qui n'étaient pas dans le quartier directement, mais autour de nous, il se passait quand même des choses. Moi, j'ai travaillé à l'hydraulique. Ouais, c'est le ministère de l'hydraulique, voilà, c'est ça. C'est pas trop loin. Voilà, exactement. Ben là, donc, ce qui fait que ça venait un peu dans ce mouvement-là, et il était clair. Bon, en tout cas, le conseil du gars, il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et à partir de là, bon, je me cachais, comme beaucoup de gens, on allait habiter chez les uns, chez les autres pendant un certain temps. Puis, le service militaire était une façon vraiment d'échapper. Puis, on échappe à ça, c'est pas tant. On essaie de se protéger, c'est sûr, mais c'est l'inquiétude des parents, de la famille, qui te voient là, qu'est-ce qui va se passer, il va se passer quelque chose. C'est comme la fameuse visite où tu es parti à la maison, puis tu voulais aller à Janaza, je pense. C'est ça, c'est ça. On avait ramené des deux morts. C'est ça, on avait ramené deux morts d'une embuscade, mais clairement, je voulais rien dire à ma mère de ce qui se passait, parce que c'est clair que ça allait l'inquiéter. Mais tes parents t'ont dit de ne pas y aller. Ah oui, non, ça c'était mon voisin qui avait été tué, lui il avait été tué dans une autre embuscade, effectivement, et mon père m'a dit n'y va pas, parce qu'on va savoir que tu es là. Mais là, parce que j'étais militaire, et donc on allait un peu dans le même sens que journaliste. Tu sais, c'est un peu ça ce qui se passait, policiers, pompiers, journalistes, on te tue, quoi. À l'occasion, on te tue. Justement, avant le service militaire, tu as dit que des fois, ça t'est arrivé où tu as couvert quelque chose que tu étais dans le coin. Oui, exactement. Et tu es obligé de rester à l'hôpital. Oui, c'est ça, ça m'est arrivé 2 fois. Pas parce qu'on va sur l'événement. En général, le journaliste, on lui donne ce qu'on appelle une assignation. Il se passe telle chose, tel endroit, vas-y. Non, ça c'était, comme tu as dit, j'étais dans le coin, quoi. Là, une fois, je passais à côté de Bellecour, donc la Haqiba qui était déserte, et puis je me dis, c'est bizarre, la Haqiba déserte à midi, 1h de l'après-midi, c'est pas normal. Donc je descends du taxi, puis je vais chercher des informations, et là je ramasse tout en 10 minutes, 15 minutes. Ouais, là, ils sont venus, ils ont tiré sur un policier, puis Harbo Menna, etc. Bon, j'avais ramassé tout ça, j'avais confirmé 2-3 petites choses auprès de la police, de la gendarmerie, de la police essentiellement, puis j'ai écrit un papier, et je rentre chez moi. Je suis arrivé peut-être au journal à 1h, à 2h, j'étais chez moi, ou 3h, j'étais chez moi. J'ai fait mon papier, et le lendemain, en passant, je trouve le journal du jour, là, avec un gros titre, de la banalisation à la libanisation. On en vivait les premiers moments des actes terroristes, et qui commençait à rendre la mort, l'attentat, comme quelque chose de courant, quoi. Alors, on le vivait tous les jours. C'était assez troublant. La deuxième fois, c'était je rentrais chez moi en taxi, puis je vois un type qui traverse la rue, qui tire sur un policier. Ouais, et donc ça devient un article. C'est un peu ça le problème. L'affaire où le chauffeur... c'est ça. Le chauffeur il était tellement paniqué, la voiture, il a mis la première, c'est une 204, il a mis la première, il a ouvert la porte, il est sorti, la voiture a roulé un peu, j'ai freiné, puis les policiers sont venus en pensant que c'était moi le chauffeur de taxi. Ils m'ont dit, tu nous emmènes à l'hôpital. J'ai dit, non, le chauffeur de taxi, il est là-bas, il est tombé par terre. Mais ça, c'est anecdotique, mais en même temps, ça montre un peu dans quelle ambiance on était en train de vivre. Tu vois, cette mort quotidienne, cette mort tous les jours, d'une manière ou d'une autre, elle s'exprime de manière très différente, mais elle était là.
et elle était là pour frapper les gens, les victimes, et frapper aussi les imaginations. Les gens commençaient vraiment à vivre dans la terreur, au sens où on ne peut plus vivre, on ne peut plus respirer, on n'est pas tranquille, quoi. En parlant de ça aussi, je pense que pour les journalistes qui restaient dans les locaux, c'est-à-dire ne partaient pas chez eux le soir. Non, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase où des journalistes passaient leur nuit dans les journaux, dans les bureaux, mais c'était pas beaucoup. Mais il y avait la phase journaliste où tu te caches, c'est-à-dire essayer de trouver un cousin, un ami, un oncle. Il ne va pas chez toi, parce que si tu vas chez toi, c'est sûr qu'on va savoir où tu es, on va te tuer. Et donc ça c'est le problème. Et puis après, il y a eu ce qu'ils ont appelé les résidences sécuritaires, c'est-à-dire ils ont pris tous les journalistes, ils ont logé dans des hôtels, mais c'était même plus une vie normale. Je veux dire, le matin, on vient te chercher dans un véhicule, vous êtes 5-6, et on vous transporte à l'endroit de travail. Souvent, vous n'allez pas sortir, vous allez rester dans les locaux, et puis le soir, on va vous ramener à l'hôtel, et tu fais du journalisme à distance, quoi. Tu fais du journalisme sans vraiment couvrir. Moi, cette phase-là, je n'ai pas trop vécu, parce que je suis parti, passer mon service en 94, et je crois que les chambres sécuritaires, ils ont commencé à les distribuer en 94. Donc, je n'ai pas très vraiment vécu ça, mais c'était cette espèce de terreur qui était généralisée, mais pour les journalistes, c'était encore plus particulier parce que justement, ils étaient ciblés parce qu'ils étaient journalistes. Et puis on avait la liste tous les jours. Parce que c'était tous les jours, quoi. C'était terrible, quoi. On revient donc au service militaire. D'après ce que j'ai lu, tes débuts étaient beaucoup très administratifs. Absolument. Non, mais mieux que ça, c'est que moi, ce qui m'a étonné, c'est que quand on est rentré, moi je suis allé à l'école d'administration militaire d'Oran. Et quand on est rentré, la formation qu'on recevait, c'était la même formation qu'on faisait en 85. Je veux dire, vous, les officiers appelés de l'intendance, vous allez gérer les patates, vous allez gérer la souloulia, c'est ça ce que vous allez faire. Donc c'était vraiment de la gestion administrative. Au mieux, vous devenez instructeur pour des sous-officiers. Mais il n'y avait pas la logique de guerre derrière, alors que l'armée était confrontée à une violence, mais globalement, la formation ne suivait pas du tout. On était vraiment à la vieille formation d'officier d'intendance. Alors que, clairement, on allait nous affecter au fur et à mesure à des unités combattantes. Et donc, on arrivait dans l'unité combattante en sachant plus ou moins tirer à la Kalachnikov. Plus ou moins, je dis. Donc, c'était quand même assez terrible. D'ailleurs, même au début, quand je suis arrivé dans le bataillon, j'ai dit, mais le dernier de vos soldats actifs, il s'y connaît 10 000 fois mieux que moi. Ben oui, et tu vas me donner à le diriger. Qu'est-ce que je vais diriger, moi? Et donc c'est un peu cette espèce de flou dans lequel on était, et dans lequel il fallait apprendre vite, parce que quand on t'envoie dans un bataillon, rapidement, on va te dire, tu vas faire des missions militaires au sens guerrier, quoi. Tu vas t'occuper, tu vas faire de la guerre, quoi. Et donc tu essaies d'apprendre, tu apprends vite. Donc, on revient à ce livre. C'est un vécu personnel. Absolument. C'est pas de l'histoire, c'est du vécu. C'est du vécu, et surtout, c'est pas de la grande théorie. Tu sais, on a eu des livres qui ont été écrits sur la décennie noire, et c'est quelles sont les accointances, les complicités, les décisions qui ont été prises, etc. Bon, c'est utile, c'est pas ça le problème. Mais sincèrement, je ne me suis pas placé là-dedans. Je ne me suis pas placé dans la logique. Je vais vous dire qui était le général ou les généraux qui étaient les plus impliqués dans la guerre contre le terrorisme, et qu'est-ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Je raconte exact ce que nous, les troufions, nous, les gars qui étions dans une unité militaire, qu'est-ce qu'on faisait et comment on le faisait, dans quelles conditions on le faisait. En contact avec la population, en contact avec le terrorisme, et avec quels moyens aussi. C'est que pour sécuriser les lieux, tu envoyais les soldats. Les soldats, quand ils arrivaient quelque part, ils étaient là, certes pour faire un travail de sécurisation, mais sincèrement, c'était pour rassurer la population. Pour dire que l'État est là, l'État n'est pas disparu. Et souvent, je discutais avec certains gens, tu sais, c'était la campagne, chez les paysans du côté de Chilef, enfin dans les hauteurs de Chilef, et tu discutes avec les gens, tu te dis, Doula, au sens État, il n'était comme personnifié que par les militaires.
Et souvent, on dit, mais l'État ne s'arrête pas à des militaires, ce n'est pas ça. L'État, c'est des institutions, c'est une administration, etc. C'était quand même le débat était assez compliqué parce que pour eux, la seule expression de l'État, c'était ces militaires qui venaient en armes pour éventuellement protéger et éventuellement sécuriser les lieux. On ne va pas spolier en anglais, comme ils disent, le contenu du livre, c'est ça? On ne va pas le spolier, donc nous, on vous le dit, de l'acheter, de le lire pour un vécu. C'est pas on a dit. C'est que la personne qui l'a écrit l'a vécu, il a parlé de son vécu en tant que militaire pendant la décennie noire. Est-ce qu'il y aura une suite à ça ou c'est juste... Sincèrement, je pense pas. D'ailleurs, tu sais, ça m'a pris un peu plus d'1 an et demi quasiment pour l'écrire. Et j'ai mis globalement tout ce que j'ai jugé intéressant de raconter. Bon, il y a plein de choses d'autres qui se sont passées, je ne les ai pas racontées, mais j'ai essayé vraiment de donner une image la plus détaillée et la plus plausible pour comprendre c'est quoi être militaire pendant cette époque-là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que, d'ailleurs, si je l'ai sous-titré un appelé, parce qu'on a l'impression, quand on parle de l'armée, c'est tous des guerriers, c'est tous des professionnels, c'est tous des gens formés à faire la guerre, mais en fait, 70% des effectifs de l'armée algérienne, c'est des appelés. Et les appelés, c'est quoi? C'est des civils, on leur donne une tenue, un uniforme, on leur donne une arme, et ils se transforment, ils doivent se transformer en militaires. C'est la même chose que vous avez écrit ici. Ces soldats mal formés et peu équipés assurant la sécurité et maintiendront l'ordre, notamment dans le pays profond. Plusieurs perdent la vie dans les embuscades, d'autres venus entiers auront laissé leur âme dans les opérations militaires, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'expérience, puis en dedans. Je pense que, si je me rappelle dans le livre, une fois, on vous a dit, ok, va avec l'infanterie. Oui, oui, c'est ça. Je me suis retrouvé alors que j'étais pas un fantasme, c'est ça l'idée. Mais en même temps, c'est que on faisait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire, je parle pas de moi, mais l'armée en général faisait avec ce qu'elle avait entre les mains. C'est-à-dire une armée de conscrits, une armée de contingents, d'appelés, et puis on va la mettre dans les endroits, dans tous les endroits où la sécurité est menacée. Et puis on va plus ou moins assurer la sécurité. D'ailleurs, je raconte l'histoire du commandant qui nous commandait, qui dirigeait le bataillon, et qui pour lui, c'est un bonhomme, c'est un militaire au fond, c'est-à-dire par conviction. Il était là, et il voulait défendre son pays, mais il voulait défendre son pays s'il y a une guerre, s'il y a un ennemi à affronter. Mais là, dans la situation de guérilla, il était complètement perdu parce que lui, la pire chose qui pouvait arriver, c'est d'envoyer quelqu'un dans un cercueil chez lui. Et malheureusement, c'était ça ce qui se passait. Et il avait beau se protéger, il avait beau essayer d'éviter le contact, l'affrontement. Donc moins il y a de contact, moins il y a d'affrontement, moins il y a de morts. C'est un truc mathématique. Il avait beau essayer de le faire, ben finalement, un jour ça le rattrape. Et on nous fait une embuscade, et puis on tue 16 personnes, et on blesse 15 personnes. Et on ramasse des armes, enfin les terroristes ramassent des armes, des munitions, et là, c'est-à-dire qu'avec tout le travail qui a été fait de sécurisation de ces lieux-là, avec une embuscade comme ça, c'est le réarmement, c'est le rééquipement des groupes. Et là, on repart sur autre chose. Et cela, vous en parlez dans le livre. Question à la population civile, pendant les 2 ans, comment elle vous a reçu? Elle était méfiante de toute façon. Elle était méfiante des terroristes, des groupes islamistes, et elle était méfiante de l'armée. Pour eux, ils ne voulaient pas aller dans ils ne voulaient pas prendre parti. Et en fait, ils avaient pris parti quand ils ont voté pour le fils, mais à partir du moment où ça a dégénéré, où c'est devenu un combat, ils essayaient de dire ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas jusqu'à ce que ça arrive chez eux. C'est un peu ça le problème. Et donc, ils accueillaient un peu les militaires contraints et forcés, parce que c'est quand même le représentant de l'autorité de l'État, mais le moins de collaboration possible. On salue de loin, on n'y va pas, on ne va pas leur parler, et on crée une distance. Vraiment, on essaie de cultiver cette distance-là, et je dirais que les militaires eux-mêmes,
sont pas venus de la planète Mars, c'est des Algériens aussi. Ils savent, ils comprennent la psychologie de l'Algérien. Je veux dire, le hama, on évite d'aller trop loin, on comprend, c'est-à-dire c'est des choses qu'on connaît, c'est pas, on n'a pas besoin de réinventer ça, les Algériens se connaissent entre eux, ils savent comment ça fonctionne. Et donc, même les militaires acceptaient cette distanciation tant qu'il n'y avait pas d'éléments qui permettaient de dire que telle ou telle personne était en train d'aider les groupes terroristes, soit par le ravitaillement, l'argent, etc. Mais ce qui se passait, c'est que rapidement, la population était complètement perdue, c'est-à-dire que en créant de la distance avec les groupes se vengeaient d'une certaine manière de la population, donc en coupant les routes, en empêchant le ravitaillement, etc. Et les militaires, quelque part, il y avait, je me souviens, il s'appelait l'adjudant Farid, qui faisait un peu la communication, qui allait faire le khutbat al-Jumu'ah. C'est-à-dire, il y avait le khutbat al-Jumu'ah dans la mosquée, et quand c'est terminé le khutbat al-Jumu'ah, ils arrivaient, et lui montait sur un barrique ou un truc comme ça. Alors bon, maintenant l'imam il a terminé le khutbah, maintenant le khutbah d'Yali. Et là il leur faisait un discours pendant 2 heures, à leur dire il faut savoir ce que tu veux, etc. Il faut que vous vous défendiez. Parce que clairement, s'il n'y avait pas la collaboration de la population, les militaires ne servaient pas à grand chose aussi. C'est-à-dire, bon, ils servaient à grand chose s'il y avait une intervention claire, précise, mais si la population ne faisait pas confiance aux militaires, ne ramenait pas l'information de ce qui se passait, clairement tu ne servais pas à grand chose. Et donc, il y avait donc accueillir, contraints et forcés, mais sans trop collaborer. Mais à un moment, ça dérape, ça déborde. Les gens en ont marre. On en a marre de subir cette double pression. D'un côté l'armée, de l'autre côté les terroristes. Puis à un moment, ils basculent. Et c'est ce qui s'est passé. Ils basculent du côté lumineux, si tu veux. Ils basculent du côté militaire. Ils viennent demander la protection. Et là, ça a changé un peu le contact. Mais ça a pris du temps, ça a pris énormément de temps. On peut en parler pendant des heures et des heures. En plus de ça, on peut en parler pendant 2 ans. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Alors, le livre, il est disponible dans les librairies au Québec en général, mais sur commande, parce que le distributeur n'a pas accès à toutes les librairies. Dans tous les cas, à Montréal, on peut le commander dans n'importe quelle librairie. Il est livré dans les 3-4 jours. Sinon, on peut l'acheter bien sûr en ligne sur le site de l'éditeur qui s'appelle l'édition L'Apothéose. Voilà, c'est les 2 moyens de l'acheter. On peut aller aussi sur Amazon, mais sur Amazon, on va trouver la version qui a été éditée en France, parce que le livre a été édité ici en France. On va trouver l'édition en France, qui est un peu différente de l'édition québécoise. En fait, il y a des choses en plus dans l'édition québécoise qui ne sont pas dans l'édition en France. Et le mien, c'est quelle édition? Française? Non, ça, c'est l'édition québécoise. C'est l'édition la plus complète. Oui, la plus complète, absolument. Donc, quels sont les prochains événements concernant le livre? Alors, je serai en principe au Salon du Livre de Québec. Donc, ça va se dérouler entre le 10 et 14 avril. On a aussi un événement pour la mémoire des victimes du terrorisme, ce qui est organisé par Edgewood, qui est une association qui défend la mémoire des victimes du terrorisme. Donc ça va être le 19 avril à la librairie Racine, qui est sur Saint-Hubert à Montréal. Donc pour les gens d'ici, du Québec, voici les 2 grands rendez-vous qui arrivent dans pas longtemps, dans moins d'1 mois. Très bien. Donc, on te souhaite bonne chance. Merci. On espère qu'il y aura d'autres qui vont écrire leur histoire. Ça nous permet de bien savoir ce qui se passe. Une dernière question, je pense que je l'avais déjà posée. La photo. Alors, la photo, ça c'est la grande question. C'est que moi, j'ai cherché des photos pour essayer d'illustrer le livre. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, des photos de la décennie, il y en a quelques-unes, mais des photos de militaires pendant la décennie, c'est très compliqué à trouver. Et celle-là, je l'ai trouvée par hasard sur un site de vente de photos de photographes français. Et donc la photo a été prise en 1995 en Kabylie pendant la campagne électorale de campagne présidentielle, novembre 1995, par un photographe français. Laurent Sazy. Laurent Sazy, exactement. Et donc je l'ai contacté et puis j'ai pu avoir les droits pour pouvoir l'utiliser comme illustration de couverture. Merci Amine pour ce livre, Revenir entier, c'est-à-dire
Il y a ceux qui sont revenus dans des boîtes. Donc un livre à lire et à garder comme, comment dire, dans sa bibliothèque. Voilà, c'était Amin Zraïr, journaliste qui nous raconte son vécu. On va essayer de voir dans les prochaines semaines si on peut vous présenter un autre livre. Sur ce, bien à vous.